Bonjour et bienvenue à cette édition de 1 heure pour comprendre, organisée par l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. Aujourd'hui, nous accueillons un service de la DGS-CGC, la mission catastrophe naturelle, la mission CatNat, pour une édition sur la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou les coulisses de la mise en œuvre de la solidarité nationale. Dans ce cadre, nous accueillons Thibaut Courtiol et son adjoint, excusez-moi, je vous ai Mathieu Herbelin. Mathieu Herbelin, excusez-moi. Voilà, merci à vous d'être parmi nous ce soir. Nous allons accueillir progressivement le public. Voilà, vous laissez un petit moment pour vous connecter. Et en attendant, donc, je peux vous présenter en quelques mots les webinaires 1 heure pour comprendre de la FPCNT, donc, qui sont réalisés depuis à peu près 1 an et demi et qui proposent 1 à 2 fois par mois en format court, fin de journée, d'éclairer sur un point spécifique de la prévention des risques naturels et technologiques, de la gestion aussi des risques majeurs, mais aussi de la phase de relèvement en présentant en fait soit des acteurs ou bien des démarches qui sont peu connues du grand public ou des professionnels et de manière interdisciplinaire. Voilà. Donc, ce format de webinaire dure 1 heure. Et pendant 40 à 45 minutes sous la forme d'une présentation par les intervenants. Puis ensuite, un échange questions-réponses en live. Dans ce cadre, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions qui se situe en bas de vos écrans. Et nous ne manquerons pas donc de les poser aux intervenants en bas de session, en fin de session, pardon. Si vous souhaitez peut-être vous présenter tous les deux et puis après débuter. Voilà. Merci. Merci. On voulait tout d'abord commencer par vous remercier du coup l'AFP-CNT de nous accueillir dans ce cycle de webinaires. Il s'agit pour nous d'une occasion de promouvoir ce régime, dont on est plutôt fiers, mais aussi à travers l'échange qu'on pourra avoir à la fin de notre présentation, c'est aussi une façon pour nous de se nourrir de vos questionnements pour s'interroger sur notre activité. Vous représentez un public assez varié, très large, et donc on n'a pas souvent l'habitude de pouvoir interagir avec un grand public, et c'est quand même plutôt une chance assez grande pour nous. Je vous dresse le programme et après on prendra quelques minutes pour nous présenter un peu plus et présenter aussi notre structure pour vous sachiez bien dans quel cadre on intervient. Ce qu'on souhaite évoquer avec vous aujourd'hui, c'est ce régime des catastrophes naturelles qui est un peu connu de tout le monde. Il est connu du grand public, mais il génère parfois quelques incompréhensions, voire quelques contestations. Donc on va essayer de le présenter. Dans un premier temps, on va revenir sur le BABA. 6 informations à retenir, vraiment pour que vous puissiez avoir les informations les plus importantes pour comprendre le reste. Une fois que ces bases seront posées, on reviendra sur le lien qui n'est pas si évident entre le régime catastrophe naturelle et le changement climatique, qui est quand même le grand thème d'actualité. Puis on enchaînera sur notre procédure et notre cuisine interne en essayant de vous dévoiler tous nos secrets avec le détail des critères que nous pouvons utiliser, qui n'ont rien de confidentiel, vous le verrez. On s'attardera peut-être un peu plus sur le phénomène de la sécheresse qui génère le plus d'interrogations. Et enfin, on nous verra sur la capacité de ce régime à s'adapter au fil du temps et sur sa future commission nationale qui sera prochainement installée en termes d'actualité. Et donc, avant de rentrer dans ce vif du sujet, il nous paraissait quand même nécessaire qu'on se présente un peu mieux. Pourquoi nous sommes devant vous. Donc, on représente le ministère de l'Intérieur. On représente le ministère de l'Intérieur, plus précisément la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Donc, cette petite Direction générale du ministère de l'Intérieur,
est surtout connu pour l'organisation des sapeurs-pompiers, mais aussi pour ses moyens généraux. Vous avez peut-être déjà vu ces hélicoptères de la sécurité civile en rouge et jaune. Nous sommes encore tous connus avec les Canadair qui interviennent sur les feux de forêt, mais les moyens nationaux, c'est aussi les équipes de déminage, c'est également les formisques, donc des personnes de la sécurité civile qui peuvent intervenir dans des territoires, et le plus récemment à Mayotte, suite aux événements de Chidoum, où ils sont venus prêter main forte. Et enfin, la sécurité civile, du coup, s'occupe de la gestion, notamment de la cellule interministérielle de crise. Donc, toutes ces activités sont assez connues, mais ce ne sont pas toutes les activités de la Direction générale de la sécurité civile, puisqu'il y a une partie qui est un peu moins visible, que nous représentons, celle de la préparation, de l'anticipation. Nous faisons partie de la sous-direction de la préparation, de l'anticipation et de la gestion des crises. Elle s'occupe de la rédaction de la planification de la doctrine Orsec notamment, mais aussi des PCS que certains doivent connaître. Elle s'occupe aussi de tout ce qui concerne l'alerte à la population et du post-crise. Et dans le cadre du post-crise, il y a une mission que nous incarnons, qui est la mission catastrophe naturelle. Et petite particularité administrative, nous vous parlons depuis Pau, puisque bien que nous sommes un service de l'administration centrale, nous avons été démétropolisés depuis récemment, puisque c'est depuis le 1er décembre 2024. Pour dissiper quelques interrogations entre Pau et l'actualité, cette décision date bien avant de la mise en place du gouvernement actuel. Et donc, pourquoi nous intervenons dans les catastrophes naturelles? Nous présidons et nous nous occupons du secrétariat de la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Et donc, nous ne sommes qu'un des maillons de ce régime qui, du coup, réunit plusieurs partenaires qu'il était important de mentionner. En plus, peut-être que certains partenaires nous écoutent. Donc, parmi les membres de cette commission interministérielle figure la direction générale du Trésor, qui dépend de Bercy, tout comme la direction du budget. Dès lors qu'une décision, dès lors qu'un avis doit être donné sur la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en Outre-mer, participe alors la direction générale des Outre-mer. Et nous comptons, dans le cadre de nos commissions interministérielles, de l'expertise nécessaire et précieuse de la Direction générale de la prévention des risques, la DGPR du MIPE, et aussi de la Caisse centrale de réassurance. Donc tout ça pour dire que nous sommes juste un maillon. On va vous présenter un régime dont nous ne sommes pas forcément l'unique acteur, un des acteurs parmi l'ensemble de ces partenaires. Et donc voilà, nous sommes chefs, enfin je suis le chef et Mathieu est l'adjoint de cette mission. Nous sommes 5 personnes pour instruire l'ensemble des dossiers et s'occuper de le secrétariat de cette commission. Je pense que nous pouvons du coup dérouler et rentrer dans le vif du sujet, donc poser les bases de cette reconnaissance CatNat. Essayer aussi d'aller à l'encontre de certaines contre-vérités. Le premier point sur lequel il est important qu'on insiste, c'est le bénéficiaire final de ce régime, de cette politique publique. Ça concerne tout le monde, les particuliers, les entreprises, les collectivités locales, à condition qu'elles soient assurées. C'est un régime qui se base sur le régime assurantiel. D'ailleurs, tous les textes sont issus, qui nous organisent sont issus du Code des assurances. Donc, on est étroitement lié avec le régime assurantiel et les conditions d'assurance vont s'appliquer aux catastrophes naturelles. Concernant du coup l'ensemble de ces bénéficiaires, il faut savoir quand même que les particuliers sont ceux qui vont profiter le plus des indemnisations de catastrophes naturelles, environ 80%. Voilà, c'est une des particularités. Et il y a certains biens qui, dans les contrats d'assurance, ne sont pas assurés. Des piscines, des murs, des murs qui délimitent des terrains.
Il y a plusieurs biens comme ceci qui ne figurent pas dans l'assurance multirisque habitation, qui est la base sur laquelle seront indemnisées les catastrophes naturelles, les dommages liés aux catastrophes naturelles. Et si le bien n'est pas assuré dans le contrat classique, il ne sera donc pas assuré ensuite en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. C'est vraiment lié aux assurances et c'était le premier point sur lequel on voulait attirer votre attention. Le second point qui nous paraissait, enfin, qui est vraiment l'essence de l'organisation de ce régime et qui n'est pas forcément très intuitif, c'est que la reconnaissance de la catastrophe naturelle, elle est prise sur la base d'une intensité exceptionnelle, d'un événement naturel. Donc, événement naturel, à contrario d'un événement humain anthropique, ça on peut le comprendre. Donc, on va pas, le régime CatNat ne rentrera pas en compte en cas de catastrophe technologique. On est bien sur des événements qui sont naturels. Par contre, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que c'est l'intensité de l'événement qui va permettre de définir la reconnaissance catastrophe naturelle et non pas les dégâts, l'importance des dégâts eux-mêmes. J'insiste parce que les deux sont souvent liés, mais ce n'est pas forcément tout le temps le cas. On peut avoir une intensité exceptionnelle qui a très peu de dégâts, et parfois certains dégâts qui sont importants, notamment pour les particuliers, parce que ça touche du patrimoine, on touche directement sur les conditions de vie de la personne. Donc c'est des choses qui sont très sensibles. Les dégâts vont être très importants à l'échelle d'une personne. Pour autant, si l'intensité de l'inondation, par exemple, n'est pas considérée comme exceptionnelle, et on reviendra sur la caractérisation de ce caractère exceptionnel, eh bien la reconnaissance catastrophe naturelle ne fonctionnera pas. J'insiste bien, puisqu'on a aussi ici une différence avec d'autres dispositifs que peuvent connaître les collectivités locales, et je crois que certains représentants de collectivités locales sont connectés. On est vraiment sur une logique qui est à l'opposé de celle de la DSEC, de la dotation de solidarité en cas d'événement majeur, qui, elle, va pouvoir être mise en œuvre dès lors qu'on arrive à un montant de dégâts significatif. Donc voilà, c'était pour bien insister sur le fait qu'on est là-dessus. Et comme on a pu... cette définition est celle qui est inscrite à l'article L125-1 du Code des assurances, puisque voilà, on a un cadre légal qui est précis et qui cadre ça. Et c'est vraiment important parce que, je me permets d'insister, je finis là-dessus, nous gérons également, dans le cadre de notre activité, l'ensemble des recours, l'ensemble des recours, qu'ils soient gracieux ou contentieux, enfin, en tout cas, on les voit passer. Et la principale incompréhension de ce régime, elle est liée à la décorrélation entre l'intensité et les dégâts. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous d'insister sur ce point. Je laisse Mathieu poursuivre. Bonjour à tous, ravi d'être là parmi vous et ravi aussi de voir que l'Outre-mer nous a rejoints également pour cette présentation. Alors moi, je vais un peu dérouler sur les critères en tant que tels. Donc, M. Courtiol les a cités à l'instant. Dans la loi, donc, au 125-1, ils sont assez génériques. Et donc, il a fallu, à travers des normes réglementaires, les préciser. Et ces choses faites depuis la création du régime, donc en 1982. Cela a été fait progressivement. Et un gros travail a été fait récemment. C'est la circulaire du 29 avril 2024. C'est une circulaire qui réunit plusieurs circulaires qui existaient auparavant. Et donc, cette circulaire est vraiment, si je puis dire, la Bible dès lors que vous avez une question sur le régime un peu technique. Tout est inscrit dans cette circulaire. Donc, dans cette circulaire, vous avez une précision sur nos modalités d'instruction, phénomène par phénomène, mouvement de terrain, inondation, séisme, cyclone, etc. Vous avez aussi, on en parlera plus tard,
la façon, les modalités, on va dire en termes calendaires d'instruction, une procédure dite classique, la plupart du temps, lorsqu'il n'y a pas d'urgence, et dans des cas assez spécifiques, sur décision du gouvernement, une procédure dite d'urgence qui permet de traiter dans des délais très courts les demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Pour vous dire que cette circulaire, elle est susceptible d'évoluer puisque ça a déjà été le cas dans le passé, ça peut être aussi le cas à l'avenir. On y reviendra tout à l'heure, mais dans le cadre de la sécheresse, il y a eu une évolution de ces critères. Monsieur Courtial en parlera. Et qui est également susceptible d'évoluer en fonction donc, des évolutions technologiques du côté des opérateurs experts qui nous assistent dans l'analyse des demandes de reconnaissance CatNat, de l'état de l'art, etc. Important de préciser l'étendue de la garantie CatNat, on vous en a parlé à l'instant. Il convient également de préciser que les effets liés au vent violent, les tempêtes, les dommages liés à la grêle ou au poids de la neige ne sont pas compris dans la garantie CatNat. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. Pour vous dire aussi que les choses sont susceptibles d'évoluer, mais à l'heure actuelle, ces dégâts-là sont pris en charge par les assureurs sans passer par la garantie CatNat. C'est quelque chose qui revient assez souvent du terrain. Les maires nous posent souvent des questions à travers les préfectures qui nous font le relais de leurs préoccupations. Ces dommages-là sont pris en charge par une garantie spécifique qui s'appelle la garantie TNG pour tempête, neige, grêle, qui est une garantie obligatoire dès lors qu'on bénéficie d'un contrat d'assurance dommage. Et donc, dès lors qu'on a ce contrat-là, que ce soit sur un véhicule, une voiture ou sur une maison, on bénéficie dès lors de cette garantie TNG. Encore faut-il avoir une assurance dommage. Si vous êtes bénéficiaire d'un contrat au tiers sur votre voiture, vous ne pourrez pas bénéficier de cette garantie TNG, à titre d'exemple. Un point maintenant sur le financement de ce régime qui est vraiment très particulier puisque c'est un dispositif public-privé. Donc, comme on vous l'a dit, il a été créé en 1982. Depuis cette date-là, il a été à l'origine de 61 milliards d'indemnisations, ce qui est énorme, et 3,6 millions de sinistres indemnisés. 20% de la garantie dommage des assurances multirisques habitation, c'est la surprime CatNat. Ça, c'est la manière dont la caisse est abondée. Son système, c'est basé sur la solidarité nationale, c'est-à-dire que chacun de nous, à travers nos contrats d'assurance, nous cotisons pour alimenter cette caisse nationale qui est gérée par la Caisse centrale de réassurance, la CCR. Donc, c'est un montant proportionnel à la surprime. Il est de 20% pour l'assurance habitation depuis le 1er janvier 2025 et de 9% pour les automobiles. Il a été rehaussé récemment et on en reparlera sans doute du fait de la sinistralité qui a augmenté. Et ça, la CCR en parle mieux que nous, mais voilà, la sinistralité sur les dernières années a augmenté, notamment du fait de la sécheresse. Le dernier épisode en date étant la sécheresse conséquent, la sécheresse portant sur l'année 2022, qui a été d'une sinistralité très importante. C'est des montants qui ne sont pas encore définitifs, mais on serait sur environ 3,5 milliards d'euros de sinistres, avec en fonction, 3,5 milliards de sinistres de sinistralité sur la sécheresse. Et pour revenir sur la mécanique d'indemnisation,
il est important de rappeler que nous agissons en tant qu'État pour reconnaître ou non l'état de catastrophe naturelle à l'échelle d'une commune et sur une durée limitée. Charge ensuite à l'assuré de faire valoir auprès de son assureur le sinistre et de prouver que le dommage est lié à la catastrophe naturelle. Donc, c'est important également de le rappeler. Donc, le montant des surprimes annuelles est conséquent. Il est de l'ordre de 2,1 milliards d'euros pour 2024. Pour 2025, il risque donc d'augmenter. Il augmentera mécaniquement du fait donc, de l'augmentation de la surprime qui est passée, donc, auparavant, elle était de 6% pour les voitures. Elle est passée à 9%, comme je le disais, et elle était de 12% pour les maisons, et elle est passée à 20%. Ce qui va permettre donc à la CCR de collecter 450 millions de plus. Ce sont des montants très importants, mais il faut garder en tête qu'à l'échelle individuelle, le montant de la surprime CatNat est assez réduit. Il est l'ordre d'une quarantaine d'euros par an. Pourquoi il est si peu cher? C'est parce que le taux de couverture est extrêmement bon à l'échelle nationale. Il est de l'ordre de plus de 95%. Par contre, une des limites actuelles est l'outre-mer. Puisque des personnes d'outre-mer nous écoutent, en outre-mer, ce chiffre chute énormément. À Mayotte, par exemple, il est de quelques dizaines de pourcents. Et forcément, mécaniquement, si vous ne bénéficiez pas d'un contrat d'assurance, qu'il y ait reconnaissance ou non, vous ne serez pas assuré. Et donc, le régime CatNat, vraiment, s'assoit sur cette logique-là, qui permet d'enclencher la solidarité nationale lors de grands événements particulièrement dommageables. Un petit comparatif international. Donc, le régime CatNat en France est assez unique au monde. C'est un régime qui a été créé historiquement suite aux grandes inondations qui ont touché le nord de la France au début des années 80. À l'époque, les personnes qui étaient victimes de ce sinistre-là ne pouvaient pas bénéficier d'une assurance, ou les assurances n'étaient pas en mesure d'assurer du fait de la sinistralité énorme. Et donc, c'est ce qui a amené à la création de ce régime tout à fait unique au monde. Il y a quand même quelques cas comparables en Espagne, en Nouvelle-Zélande et dans certains cantons suisses. À noter que notre voisin allemand cherche à développer un régime similaire. Nous avons d'ailleurs participé à des réunions conjointes avec nos homologues allemands, sachant qu'en Allemagne, cette initiative-là de créer un régime est née des grandes inondations qui ont touché l'Allemagne du nord-ouest il y a quelques années, avec une sinistralité très importante et qui a amené l'État à devoir abonder de façon ponctuelle, mais très importante en indemnisation pour aider les sinistrés. C'était un petit peu notre page de publicité, puisque nous sommes assez fiers, en tout cas, pour reprendre les termes de la présidente de France Assureur. J'ai cru voir qu'il y avait des collègues de France Assureur qui suivaient. On parle d'un trésor national. Donc, le fonctionnement qui est équilibré de ce régime, qui a évité le fait que l'État français vienne, donc l'État français est garant si le régime venait à être déséquilibré, de combler ce déséquilibre. Mais depuis sa création, il a été très rarement recouru à l'État. Donc c'est un système qui fonctionne. Donc, beaucoup de rapports souhaitent l'améliorer, mais il commence quand même à chaque fois, tous les rapports qu'on peut lire sur le sujet, qui s'inquiètent, et ça sera très bien pour évoquer le sujet suivant sur
les conséquences du réchauffement climatique. Il rappelle que pour l'instant, ce régime fonctionne très bien. Je profite avant d'engager le sujet suivant pour apporter 2 petites précisions par rapport à des échanges qu'on a pu voir, des réponses très rapides. La circulaire de 2024, qui est publique, que vous pouvez facilement voir, avoir accès sur Légifrance, elle reprend les critères qui concernent l'ensemble des phénomènes. Plus particulièrement concernant la sécheresse, elle vient du coup, et ça on en reparlera un peu plus tard, elle vient du coup préciser des nouveaux critères qui sont rentrés en considération avec cette circulaire, mais la circulaire, et elle a cet intérêt, puisqu'avant il y avait plein de circulaires, mais depuis 2024, on essaye de travailler à l'intelligibilité de ce régime. Il n'y a plus qu'un seul document qui synthétise l'ensemble des critères. Et juste pour revenir sur la grêle, effectivement, en 1983, on peut retrouver des arrêtés sur la grêle, preuve que le régime ne cesse d'évoluer, puisque c'est quelque chose qu'aujourd'hui, il n'est plus possible. Mais on pourra y revenir plus tardivement dans les questions. Je vois qu'il y a des personnes très, qui suivent de près cette présentation. On répondra le plus possible aux questions en fin de présentation. Donc ensuite, l'idée c'était de pouvoir aborder la problématique de l'évolution du régime de catastrophes naturelles avec le changement climatique. Donc il ne fait aucun doute qu'il y a des éléments sur le changement climatique, enfin en tout cas les faits sont là sur le changement climatique, avec des prévisions de 3 à 4 degrés d'augmentation d'ici 2100. Pour autant, et je vous invite à bien regarder la présentation graphique issue de la CCR qui se trouve au centre de ce diaporama. Quand on regarde uniquement le nombre de communes reconnues par année pour l'ensemble des phénomènes au titre de la catastrophe naturelle, du régime catastrophe naturelle, on n'a pas du tout une courbe qui va en direction d'une augmentation plus importante. Du coup, ça interroge. Alors, il y a beaucoup d'éléments statistiques qui, du coup, justifient le fait qu'on ne peut pas forcément faire ce lien. Le premier, c'est que ce régime a évolué au cours du temps. Tous les phénomènes n'ont pas été reconnus au même moment. La temporalité de reconnaissance des phénomènes aussi a évolué. Certaines reconnaissances auparavant, dans les années 80 ou 90, pouvaient être sur plusieurs années. Aujourd'hui, les reconnaissances sont entre quelques jours à un an, mais on a évolué. Il y a eu aussi des reconnaissances qui concernaient plusieurs communes en même temps, et les critères de reconnaissance ont cessé d'évoluer. Donc, ça explique en partie qu'on n'a pas, sur le nombre de reconnaissances, une réelle relation, un réel lien avec l'augmentation, avec l'effet du changement climatique qui est indéniable. Pour autant, il y a d'autres facteurs. Et donc, ça, c'est l'illustration suivante, et on se base encore sur les chiffres, enfin sur les illustrations de la CCR. Quand on regarde les crimes, les catastrophes naturelles, depuis 1982, on voit bien une augmentation significative qui, du coup, est corrélée avec l'effet du changement climatique. Et ce qu'on note plus dans le détail, c'est une augmentation de la fréquence des épisodes, qui sont de plus en plus fréquents, et aussi de l'intensité. Une même reconnaissance, avec un nombre similaire de reconnaissances, on va avoir beaucoup plus de dégâts et beaucoup plus de biens qui nécessitent une indemnisation qu'auparavant. Et il s'agit là d'une réelle augmentation progressive, qui est beaucoup plus explicite, en tout cas, quand on se base sur la sinistralité. On note aussi, notamment récemment, de plus en plus de multiplication de petits événements. Des petits événements, c'est-à-dire des événements qui ne sont pas forcément majeurs, qui vont retenir l'attention des médias, mais des phénomènes orageux qui sont de plus en plus fréquents et qui vont créer des inondations, des phénomènes de remontée de nappe aussi, qu'on a de plus en plus souvent, et un phénomène de la sécheresse qui est de plus en plus exposé, sur lequel il y a de plus en plus d'attentes. Alors, on peut aussi avoir quelques réserves sur les chiffres de la sécheresse.
étant donné que la reconnaissance ne bénéficie pas forcément tout le temps, tous les ans à ceux qui le demandent. Tous les ans, on va avoir des demandes répétées. Et il y a aussi des effets liés à la construction, à des périodes de construction qui peuvent être aussi regroupées. Donc il y a plusieurs phénomènes qui peuvent du coup expliquer une augmentation plus significative au niveau de la sécheresse. Ce qui est noté également, c'est une modification des zones impactées par le changement climatique. Et il y a plusieurs chiffres, en tout cas il y a plusieurs concrétisations. Je pense notamment sur le bassin méditerranéen, enfin les communes qui sont proches du pourtour méditerranéen. Donc les précipitations sont beaucoup plus intenses et 2 fois plus nombreuses que dans les années 60. Il y a vraiment une carte qui va évoluer des phénomènes. C'est assez difficile pour nous, avec les données qu'on a, de pouvoir l'imager. Donc on est assez prudent sur ces liens, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que même si le nombre de reconnaissances n'est pas proportionnel avec les effets du changement climatique, la sinistralité est liée et c'est peut-être le marqueur le plus important. Je vous propose du coup ensuite d'enchaîner sur notre cuisine interne, de vous détailler un petit peu plus la procédure catastrophe naturelle, et c'est Mathieu qui va revenir dessus. En 2024, on a traité 9000 dossiers, donc 9000 demandes de catastrophes naturelles, donc demandes communales. Donc la moitié à peu près au titre de la sécheresse, qui nous occupe énormément, et de plus en plus, une petite moitié au titre des ICB, donc inondations et coulées de boue, et le pourcentage restant étant les mouvements de terrain, les séismes et les chocs mécaniques provoqués par les vagues. Nous avons aussi les inondations par remontée de nappes phréatiques. Donc, nous avons, au cours de l'année passée, organisé 23 commissions interministérielles. On en reparlera dans la procédure, mais ce sont les commissions que nous organisons donc, avec les partenaires mentionnés au début de cette présentation, qui donnent un avis. Donc, un avis qui ne lie pas l'autorité, donc qui sera autrice de la décision, donc le gouvernement, qui rend un avis sur chaque demande communale de reconnaissance catastrophe naturelle. Nous avons réuni de façon accélérée à 7 reprises nos partenaires dans le cadre d'une procédure accélérée pour rendre un avis dans des délais très courts pour répondre à des événements intenses. Ça a été le cas notamment pour l'épisode de Chido à Mayotte, fin de l'année dernière. Ça a été le cas également pour les épisodes Cévenol en octobre à 2 reprises l'année dernière. Voilà, à titre d'exemple, pour les exemples dans lesquels on met en place la procédure accélérée. La procédure en tant que telle, et ça, c'est assez technique, mais c'est essentiel. La demande, elle vient, donc, comme on vous le disait, de la commune. C'est le sinistré qui va se diriger vers son maire. Le maire va demander la reconnaissance à la préfecture en remplissant un dossier. Depuis 2018, la procédure est dématérialisée. En parallèle, le sinistré déclare ses dommages à l'assurance. Ensuite, la préfecture établit une première instruction, vérifie la complétude des pièces et surtout sollicite des expertises auprès des experts qui sont mandatés donc, par l'administration. Il y en a plusieurs. On pense notamment à Météo France qui intervient à 90% sur les dossiers pour un avis météo, mais également au gré des types de phénomènes. Ça peut être le CEREMA, l'Office national des forêts, l'ONF et son service RTM. Ça peut être aussi le BRGM, le Bureau des recherches géologiques et minières, en ce qui concerne les mouvements de terrain, le BRGM également en ce qui concerne les remontées de nappes, mais on vous en parlera un peu plus dans la slide suivante. Pardon.
Ensuite, les préfectures envoient le dossier donc, à la mission catastrophe naturelle, qui est notre équipe. Nous assurons le secrétariat de la commission interministérielle et donc nous présentons les dossiers. Donc, sur la base des rapports d'expertise de la circulaire dont je vous parlais, on va proposer pour chaque demande un avis. Alors, ça sera soit un avis favorable, soit un avis défavorable, soit un ajournement. Un ajournement dans les cas de figure où on considère qu'on ne dispose pas assez d'informations pour pouvoir statuer. À noter que dans le cadre d'une procédure accélérée, on ne rend que des avis soit favorables, soit des ajournements. Dans le cas d'un ajournement, à ce moment-là, la demande est étudiée ultérieurement dans le cadre d'une autre commission. L'indemnisation, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une fois que la reconnaissance est faite, il faut que le sinistré contacte son assureur, organise une expertise le cas échéant. Donc l'expertise, c'est à la demande de l'assureur et c'est l'assureur qui va voir s'il y a un lien, établir les origines du sinistre et vérifier si le sinistre a pour origine la catastrophe naturelle. Toute cette procédure est enserrée dans des délais. On ne vous en a pas parlé, mais à partir de l'événement originaire du sinistre, à l'origine du sinistre, le maire a 2 ans pour déposer une demande. Une fois qu'elle est déposée, nous, administration, nous avons 3 mois pour l'instruire à partir du moment où nous avons toutes les pièces. Et donc, ce délai ne prend pas en compte le temps de réalisation des expertises. Ensuite, l'assuré est tenu, le sinistré doit déclarer son sinistre dans les 30 jours suivant l'arrêté de reconnaissance CatNat. Et ensuite, l'assureur a également, il me semble, 3 mois pour indemniser le sinistré. Les critères de reconnaissance CatNat, donc là, on va vous parler de la circulaire en tant que telle. Donc, le premier critère, c'est vérifier l'origine naturelle prédominante. Bien souvent, nous avons des cas assez difficiles où origine naturelle et anthropique sont conjuguées. Et sur la base donc, des expertises, on va définir on va retenir si l'origine est naturelle prédominante. Dans le cas contraire, c'est souvent parce que l'ouvrage est mal dimensionné. On pense par exemple, dans le cadre des mouvements de terrain, à un mur de soutènement trop faiblement dimensionné, à des réseaux d'évacuation d'eau fuyards qui ont apporté une déstabilisation de l'ouvrage. Le cas des anciennes mines, exploitation liée à des mines, qui exclut de fait toutes les conséquences qu'il pourrait y avoir, enfin, la prise en compte par la garantie CatNat des conséquences d'un mouvement de terrain, par exemple, ou des travaux. Ensuite, l'expert évalue l'intensité du phénomène, et cela, en fonction de chaque phénomène, varie. Les outils de mesure sont, par exemple, en ce qui concerne un débordement de cours d'eau, les débits. Ça peut être, lorsqu'il s'agit d'inondations par coulée de boue, des cumuls de pluviométrie. Pour les mouvements de terrain, des quantités de matériaux déplacés, etc. Généralement, et c'est inscrit pour chaque phénomène dans la circulaire, le caractère anormal de l'intensité est reconnu lorsque ce phénomène, lorsque cette intensité survient en moyenne une fois tous les 10 ans. Donc une catastrophe naturelle, c'est un événement naturel qui survient tous les 10 ans. À noter que du fait du dérèglement climatique, cette moyenne est susceptible d'évoluer, c'est-à-dire que des sinistres, des phénomènes
qui auparavant faisaient l'objet d'une reconnaissance CatNat pour leur intensité, s'ils se répètent dans les prochaines années, vont augmenter la moyenne statistique et vont faire en sorte que le même événement, dans 5-10 ans, aura pas autant de chances d'être déclaré comme supérieur à 10 ans et pouvant faire bénéficier aux sinistrés la garantie CatNat. Parce que c'est un phénomène qui retient le plus d'attention, il nous paraissait important de revenir brièvement sur la sécheresse, enfin, le phénomène de la sécheresse, qu'on appelle plus précisément le retrait gonflement des argiles. C'est assez simple, hein, sous les constructions, avec un sol argileux, donc, ce qui représente les sols argileux sont partout en France. Il suffit qu'il y ait de l'argile pour qu'en cas de forte chaleur, le sol se rétracte un petit peu et dès lors qu'il va pleuvoir, il va gonfler. Cette variation du terrain sur des maisons, notamment lorsqu'elles ont des fondations peu profondes, peut entraîner des dégâts qui commencent souvent avec l'apparition de fissures. C'est un phénomène qui est assez problématique et qui déjà se distingue de l'ensemble des autres phénomènes qui sont beaucoup plus rapides. La cinétique lente, du coup, est une problématique, puisque autant l'inondation, elle se voit apparaître facilement, autant les signes de la sécheresse sont moins facilement, sont moins évidents. Et c'est une des problématiques de ce phénomène qui correspond aujourd'hui, en tout cas sur ces 5 dernières années, à 65% des demandes de catastrophes naturelles. C'est celui qui génère le plus de demandes et qui génère aussi, ne nous mentons pas, le plus d'insatisfaction. On le voit notamment en traitant les recours suite au rejet de reconnaissance de catastrophes naturelles. Et à l'écoute de cette insatisfaction, remontée notamment par les élus, le gouvernement a souhaité engager un assouplissement des critères. Et il était important peut-être de donner peut-être un petit focus sur cet assouplissement des critères de reconnaissance qui sont entrés en vigueur à partir des épisodes de sécheresse qui commencent au 1er janvier 2024. Donc cet assouplissement n'est pas rétroactif. Auparavant, pour que du coup, l'état de catastrophe naturelle soit reconnu au titre de la sécheresse, il fallait déjà d'une part que le sol ait plus de 3% d'argile, mais ça, dans la quasi-totalité des cas, on retrouve des sols avec plus de 3% d'argile. Ce n'est pas ça qui génère le plus d'insatisfaction. Ce qui génère l'insatisfaction, c'est le deuxième critère qui vise à évaluer l'humidité des sols. C'est évalué par Météo France et du coup, en fonction de l'humidité, ils vont comparer les humidités qui ont pu être évaluées sur les années précédentes et ils vont pouvoir donner la fréquence des événements. Et jusqu'à présent, la sécheresse était reconnue lorsque un événement revenait tous les 25 ans. C'est ce qu'on appelle la période de retour. Au lieu des 10 ans sur les autres phénomènes. Depuis le 1er janvier 2024, comme sur les autres phénomènes, désormais l'épisode ayant eu lieu en moyenne tous les 10 ans est reconnu. En plus de cela, la répétition de phénomènes significatifs, non pas anormaux mais significatifs, sont pris en compte. Un phénomène significatif, on va considérer qu'à partir du moment où l'épisode a lieu en moyenne tous les 5 ans, c'est un épisode significatif. Et pour être reconnu, il faut qu'il y ait du coup, ce niveau d'humidité des sols qui revient tous les 5 ans l'année de la demande et 2 fois dans les 4 années précédentes. Et enfin, pour traiter les effets de bord, parce que beaucoup de personnes s'étonnent, étant dans une commune qui touche une commune ayant été reconnue, pourquoi elles ne le sont pas, pour du coup travailler sur ces effets de bord. Dès lors qu'une commune, si une commune a un épisode significatif, donc au-delà des 5 ans, et qu'elle touche une commune qui est reconnue pour les 2 autres critères, alors elle pourra être reconnue en état de catastrophe naturelle. Il était pour nous important de préciser cela. Enfin, donc on en a déjà parlé, l'idée c'était de pouvoir aussi
bien souligner que le régime est un régime qui ne cesse d'évoluer. Parce qu'il y a des évolutions techniques et technologiques, notamment avec la modélisation, l'outil numérique qui est de plus en plus utilisé. Parce que, qui permet en tout cas de mesurer de plus en plus de choses sans avoir forcément des capteurs partout. Comme on l'a vu, le champ d'application est mouvant, il y a eu la grêle, les cyclones ont été ajoutés dans les années 2000. Aujourd'hui, un texte qui a été validé à au Sénat, mais pas encore à l'Assemblée nationale, parle du phénomène des sargasses. Donc, il y a des choses en cours sur l'ensemble de ces phénomènes. Ensuite, un régime qui ne cesse de s'adapter. On voulait évoquer le fait que chaque département dispose d'un référent qui est nommé par le préfet à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur modélisation. L'idée, c'est d'avoir une sorte de porte d'entrée unique sur le territoire pour travailler aussi en dehors des périodes de crise et aussi pour promouvoir l'information sur la prévention, puisqu'il y a beaucoup d'initiatives et souvent une méconnaissance de l'ensemble des initiatives. Et enfin, la loi prévoit une commission nationale, et on terminera par ça, qui devrait être installée dans le courant du second semestre, une commission nationale consultative sur les catastrophes naturelles. Elle a vocation à réunir à la fois des élus, des professionnels de l'assurance, des associations de sinistrés, des entreprises et de l'administration, mais aussi la SCR de la Cour des comptes. Et elle aura vocation à rendre un avis sur la pertinence des critères, sur les conditions de l'indemnisation des sinistrés et l'intervention des experts. Cette commission, elle vise en tout cas à démontrer ou à montrer encore plus de transparence dans le cadre de la procédure de catastrophe naturelle. Transparence qu'on a essayé, en tout cas au cours de cette présentation, de dévoiler au maximum, et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Peut-être déjà essayer de répondre aux questions. Merci beaucoup pour votre présentation. Qui était très riche, vraiment très large au niveau des enseignements et puis concernant à la fois la genèse de CatNat et puis de son évolution. On a beaucoup de questions, aussi bien dans le chat qu'après en parallèle. Ce que je vous proposerai, c'est peut-être de coupler certaines questions, parce qu'il y a des questions qui relèvent plus de l'information, d'autres qui sont plus techniques. Et donc, je peux vous en proposer deux peut-être pour débuter. Et puis, on se donne à peu près 1 minute 30 pour répondre par question, si ça vous convient. Alors, pour ce qui est de l'information et de la prévention, vous nous avez parlé donc des référents départementaux CatNat. On a une question pour savoir déjà si ces référents existent ou a priori n'existeraient pas dans tous les départements. Et peut-être est-ce que vous pouvez nous en dire plus concernant leur mission, un peu plus détaillée. Et est-ce qu'ils viennent aussi parler en gros de la démarche et des procédures auprès des élus et des élus de petites communes notamment. Enfin, on a une autre question peut-être complémentaire aussi par rapport à ça, qui consiste, qui nous demande en fait s'il y a éventuellement une ingénierie pour les petites et moyennes communes qui sont moins dotées pour les assister dans leur démarche de reconnaissance CatNat. Alors, donc le référent départemental, il a vocation à être dans l'ensemble des départements. Aujourd'hui, en réalité, sur l'ensemble des départements, il y en a 80 qui sont nommés, puisqu'il y a un turnover, c'est des missions qui sont cumulées avec d'autres missions, donc c'est des personnes qui sont principalement en préfecture. Il y a aussi des représentants des directions départementales de l'État, notamment des DTM. Et donc, il y a effectivement quelques départements qui aujourd'hui en sont dépourvus, mais qui ne le seront pas dans quelques jours, quelques semaines, en tout cas en nouvelle. Leur mission, c'est de diffuser de l'information préventive à l'ensemble des personnes, mais ils sont surtout là pour accompagner les élus. Donc, accompagner les élus à la fois en cas de sinistre, s'ils ont des difficultés, effectivement, c'est la porte d'entrée. Donc, on a vraiment des profils très variés. On
peut avoir le secrétaire général d'une grande préfecture comme des gestionnaires de l'instruction des dossiers. Ça va dépendre des territoires et en fonction des territoires, le rôle du référent n'est pas forcément de traiter, d'accompagner directement, mais de trouver la ressource pour apporter le petit coup de pouce nécessaire. Et ces référents départementaux sont évidemment du coup là pour les élus. Et on va essayer, nous, de travailler notamment avec l'Association française des maires et essayer de faire des liens entre les associations départementales des maires de France et nos référents départementaux pour pouvoir mettre un peu de lien là-dedans. C'est un réseau qui est assez récent et on peut encore s'améliorer dessus. Et sur l'ingénierie, justement, c'est le rôle des préfectures, il me semble, et des CPC d'être à l'écoute justement des demandes des maires. Encore pas plus tard que, si vous voulez, aujourd'hui, par rapport aux orages qui ont touché une grande partie de la France hier. On a plusieurs préfectures qui nous ont appelés sur des questions sur le régime CatNat parce que justement, les maires leur faisaient remonter des questions. Et c'était sur l'articulation justement tempête, neige, grêle avec la garantie CatNat. Du fait de l'épisode orageux qu'on a connu, il y a eu beaucoup de grêle et la grêle n'est pas comprise dans le régime CatNat. Pour autant, elle est une garantie obligatoire dès lors qu'on a un contrat d'assurance dommage. Voilà, c'est le genre d'ingénierie, si vous voulez. Alors, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas, voilà, d'accompagnement de la part des services de l'État. Et comme le disait M. Courtiol, il y a justement les référents CatNat qui sont là éventuellement aussi pour aiguiller les maires vers les dispositifs d'aide les plus pertinents. Ce n'est pas forcément d'ailleurs la garantie CatNat. Ça peut être d'autres choses comme la DSEC, la dotation pour les équipements, qui là n'entre pas en vigueur, n'entre pas en compte dès lors qu'il y a une CatNat et prend en charge l'indemnisation d'ouvrages qui ne bénéficient pas d'assurance puisqu'ils ne peuvent pas être assurés et je pense notamment aux ponts et à la voirie, en tout cas à certains ponts et à la voirie. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse. On a pas mal d'ultramarins qui sont avec nous aussi ce soir et donc des questions suite au cyclone Chido, puisque beaucoup d'habitants n'étaient pas assurés à Mayotte. Et des questions concernant la prise en charge et peut-être le moment aussi pour l'outre-mer d'indiquer les spécificités dont vous parlez concernant le régime de calamité aussi, si vous pouvez nous en parler, et puis de voir dans quelle mesure en fait on est à l'équilibre entre le CatNat et puis la DSEC dont vous avez parlé. Est-ce qu'il y a quelle répartition à peu près sur l'assurance, enfin ce régime assurantiel? Ok, alors sur l'outre-mer, l'outre-mer c'est vraiment très spécifique puisque la CESER qui gère la partie financière a publié des données et a bien montré que par exemple sur l'année écoulée 2024, du fait justement de Chido, en partie, a versé 1% du total des surprimes sur l'année et pourtant a bénéficié de l'équivalent de 10% des surprimes. On est sur un cas de figure qui est structurel. Je parlais de quelques dizaines de pourcents. Effectivement, je vois qu'une personne est assez alerte sur le sujet. On avait communiqué sur 6% à Mayotte, mais on s'est rendu compte que finalement, il y avait plus d'assurés que cela. Mais le problème reste le même, c'est-à-dire qu'on a structurellement une couverture beaucoup moins importante qu'en hexagone. Et ce régime CatNat, il est efficace quand la couverture est large et la plus large possible. Ça permet d'avoir des tarifs accessibles. On parle de 40 € annuels par habitant. Dans le cas de figure de Chido et d'ailleurs de Garance également à La Réunion, donc il y a un autre cyclone qui a touché la Réunion début 2025. Du fait
de cette couverture qui est faible, l'État a mis en place d'autres dispositifs de façon ponctuelle. Je pense notamment pour la réunion au Fonds de secours d'extrême urgence, qui est un dispositif qui est vraiment ad hoc et qui est assez petit, mais qui peut faire bénéficier de quelques centaines d'euros les sinistrés en cas de catastrophe naturelle, qu'il y ait reconnaissance ou non d'ailleurs. Il me semble qu'il y a eu d'autres dispositifs. Là, vous parliez du dispositif des calamités agricoles, qui est encore un autre dispositif et qui, là, n'est pas propre à l'outre-mer, qui est vraiment sur tout le territoire. Nous ne sommes pas des experts de ce dispositif-là. Peut-être qu'il fait face aux mêmes limites que notre dispositif en outre-mer, à savoir une cotisation pour l'outre-mer qui est plus faible en moyenne que le reste à l'échelle nationale. Je ne sais pas si ça répond à l'entièreté de vos questions. Oui, ça répond en grande partie et ça donne beaucoup d'éléments de compréhension par rapport à l'outre-mer où les événements sont assez intenses et récurrents aussi en fonction des territoires où on se situe. D'ailleurs, c'est les seuls qui peuvent bénéficier de la reconnaissance pour les vents cycloniques en cas de vent fort, du fait de ces difficultés pour les assureurs de pouvoir prendre en charge c'est l'importance de ces dégâts. Le législateur a fait entrer dans les années 2000 du coup, le phénomène des vents cycloniques. Et donc, seuls des vents très forts cycloniques donc, ne peuvent être concernés que les Antilles et Mayotte et la Réunion. Les vents forts métropolitains hexagonaux ne sont pas concernés puisqu'ils ne sont pas des vents cycloniques. Donc, c'est la grande particularité en termes de phénomènes pour l'outre-mer. Et si demain il y a des coulées de lave liées au piton de la fournaise, du coup ça pourra aussi rentrer dans le cadre des arrêtés catastrophes naturelles. Et ça aussi, c'est une spécificité. D'accord, très bien. Merci pour le complément. On a une question concernant la circulaire du 29 avril 2024 que vous nous avez indiquée comme étant susceptible d'évoluer en fonction de l'évolution technologique des opérateurs externes. On nous demande si vous auriez des exemples d'opérateurs ou de types de technologies éventuellement pour illustrer. Tous les opérateurs réfléchissent et s'améliorent. Donc, le principal opérateur, c'est Météo France. Et les techniques de Météo France, elles ne cessent et ne font que travailler à une amélioration, et notamment en utilisant des modèles numériques. Donc, c'est en comparant les données qu'ils ont pu collecter avec les modèles numériques, ils construisent des modèles qui permettent d'affiner et de pouvoir donner des résultats qui ne peuvent pas donner par manque d'équipement. Si on voulait reconnaître les catastrophes naturelles, il faudrait que tous les territoires soient équipés d'un pluviomètre, soient équipés d'éléments pour mesurer le vent. Ce n'est pas possible. Et par contre, la modélisation permet de couvrir l'ensemble du territoire. Et ces modèles numériques sont les principales améliorations en cours. D'accord. Merci. On a une question concernant le délai d'indemnisation qui peut aussi à un moment être source de frustration, de difficultés aussi ressenties par bon nombre de nos sinistrés. Et donc, la question est de savoir peut-être s'il y a des critères, des raisons qui expliqueraient que le délai légal de 3 mois serait régulièrement dépassé et parfois dure très longtemps. Alors, j'ai effectivement cité le délai de 3 mois qui est un délai légal. Toutefois, ce délai peut être retardé le temps de l'expertise. Si les deux parties, et ça c'est vraiment contractuel d'ordre privé entre le sinistré et l'assureur, si les deux parties ne s'entendent pas sur le montant des dégâts et leur origine, dès lors, ce délai-là peut être prorogé. C'est notamment souvent le cas pour la sécheresse
où expertise contre expertise s'enchaînent sans s'accorder sur ces éléments-là. Et le problème est bien identifié, c'est pour ça qu'il fait partie des avis un des avis sur lequel devra se prononcer la Commission nationale. D'accord, très bien. Merci beaucoup. On a peut-être pour finir ce webinaire plusieurs questions relatives aux inondations. La question qui est posée en l'occurrence, c'est des sinistrés d'inondations d'intensité centenale, cinquantenale, habitant en zone inondable, sont-ils éligibles à une indemnisation CatNat? Voilà, on nous demande de faire le parallèle, si c'est possible, en illustrant avec des cas d'inondation qui sont pris en compte dans le cadre du régime ou pas. Tout va dépendre si leurs biens sont assurés. À partir du moment où la crue va être décennale ou au-delà de la décennale, le phénomène naturel va être considéré d'intensité exceptionnelle et permettant la reconnaissance de catastrophe naturelle. Après, il faut que leurs biens soient assurés. Et donc, il y a certains lieux où il peut y avoir des difficultés avec les assureurs pour assurer des biens qui sont régulièrement inondés. Mais il n'y a pas de... C'est pas parce qu'on arrive sur des niveaux encore plus exceptionnels, au contraire, que la garantie CatNat ne s'applique pas. C'est bien l'inverse de la philosophie du régime. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'il est l'heure de vous remercier infiniment pour votre intervention. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose de spécifique avant qu'on clôture. Merci à vous et en tout cas, c'est très intéressant de pouvoir essayer de répondre et de donner encore plus de transparence à ce régime. Je vois qu'il y a beaucoup de questions pour lesquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Ne pas hésiter à nous les envoyer, on vous fera une réponse écrite. Ouais, c'est ce que j'allais indiquer que, comme d'ordinaire, en fait, ce webinaire sera en ligne donc, sur le site web et sur la chaîne YouTube de la FPCNT, ainsi que la présentation. Et vous pouvez m'écrire, donc Virginie Perroma. Je me chargerai de transmettre vos questions donc, aux intervenants. Pour éventuellement donc, disposer d'éléments complémentaires de compréhension. Un grand merci à vous pour votre intervention et puis on vous souhaite pleine réussite pour la suite et pour les milliers de dossiers qui sont à examiner. Voilà. En espérant qu'il n'y ait pas non plus trop de catastrophes naturelles. Non, bien sûr. Merci beaucoup. Au revoir. Et au revoir. Et donc, pour cet été, la FPCNT, au niveau des webinaires 1 heure pour comprendre, va prendre un petit temps de repos. Donc, on vous donnera rendez-vous à la rentrée prochaine, voilà, pour bien préparer les journées nationales de la résilience qui auront lieu. Donc, et voilà, un bel été à tous et à toutes. Merci. Au revoir. Alors, merci.